Euh, Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Joël Sociologue. Voilà, petit live, évidemment pas petit, hein, du coup live prévu, voyons, aujourd'hui, puisque on parle d'un sujet dont je voulais parler depuis un petit moment, voilà, parce que c'est bien beau de faire des lectures scientifiques, sociologiques, d'ouvrages, etc. Mais comme je vous le rappelle, normalement, j'avais mis un horaire qui était tous les mercredis où à 18 h, je lisais un article de sciences sociales plutôt que de lire, de vous faire une lecture d'un ouvrage, d'un essai. Et il se trouve que je n'ai pas du tout respecté ça, puisque comme vous le savez, bah, il y a des moments et des périodes où c'est plus difficile de travailler sur la chaîne parce que la précarité, tout simplement les situations où moi aussi je dois un petit peu sortir de chez moi, hein, because le chômage. Donc voilà, l'idée aujourd'hui ça va être de vous présenter donc un article scientifique, je vous avais promis il y a 2 semaines déjà de vous présenter, qui s'appelle Le féminisme de marché, ou comment la demande d'égalité pour toutes est devenue une égalité pour certaines. Alors c'est un article qui nous vient d'une sociologue qui est assez reconnue dans le domaine, qui s'appelle Sophie Pochick. Elle est sociologue du travail et du genre, elle est directrice de recherche au CNRS et elle est membre du comité de rédaction de la revue Travail, Genre et Société et du comité scientifique du réseau MAGE, Marché du Travail et Genre, réseau investi dans le transfert des savoirs académiques vers la société civile. Donc déjà, il y a quand même une représentation où, sans parler de vulgarisation, en tout cas, il y a l'idée de transmettre justement ces connaissances et on ne peut que la remercier là-dessus. Elle participe comme experte aussi qualifiée aux travaux du CESP, donc plus haut, puis du Haut Conseil d'égalité depuis 2021 et elle est membre du conseil scientifique de la chaire Femmes et Sciences à l'université Paris-Dauphine. Voilà, donc je crois que la présentation succincte, biographique un petit peu, mais qui existe, parle d'elle-même, du travail emblématique que fait cette sociologue. Je rappelle que l'article que l'on va lire aujourd'hui a été paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, revue qui a été fondée par Pierre Bourdieu, vous le savez si vous suivez ma chaîne, et qui est une revue scientifique de très grande qualité, que moi j'estime énormément, et qui est parue en 2022, voilà, au premier trimestre 2022, dans le numéro 241, voilà. Donc c'est un article qui date un petit peu, mais que je voulais quand même vous présenter parce qu'il me semble qu'il montre quelque chose qu'on a retrouvé justement à travers... déjà moi j'ai trouvé à travers de l'humour, je sais pas si vous connaissez la chaîne Brute des humoristes Yes Vous Aime en fait, mais où on retrouvait ce truc un peu girl power dans le management, etc., alors qu'en fait c'était dirigé comme un homme, et donc là justement on va voir qu'il y a une exigence d'éthique d'égalité qui existe dans nos sociétés comme vous le savez, mais comment justement dans les faits ça se statue, ça se structure dans le monde du travail et dans justement cette espèce de marché, un petit peu de justice sociale qui serait normalement pris en compte. Et donc ça, c'est là-dessus que va nous aider cet article de lecture. Donc il fait 21 pages, donc c'est quand même un article pas assez long, mais je pense qu'on arrivera à lire correctement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Salut d'ailleurs Ilona, salut à toi Una Soleda. J'espère que vous allez bien vous aussi, et salut à toutes les personnes dans le chat, toutes les personnes qui ne parlent pas forcément. Je rappelle que vous pouvez rester évidemment en lurk, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez même me dire tu vas trop vite, jouer sociologue, ou je ne suis pas d'accord avec toi ou ce que tu lis, n'hésitez absolument pas. Moi, il faut savoir que mes travaux sur la sociologie féministe ne sont pas ma principale base de source, il faut le savoir. Je ne travaille pas sur ces sujets, j'y ai travaillé par mon terrain lorsque je faisais mon mémoire de licence puis mon mémoire de master. Mais en réalité, moi j'ai découvert le féminisme avec King Kong Theory, pas avec Christine Delphi. Donc vous voyez déjà ça, avec Virginie Despentes. Donc déjà, il y a une structure du féminisme chez moi qui est arrivée très tardivement, même si je rattrape certaines choses. C'est arrivé très tard dans mes lectures et ça a eu un impact très fort parce que je me suis mis à comprendre quelque part une domination à laquelle moi je n'avais que un des maillons dans lequel j'avais un statut entre guillemets privilégié. Je dis entre guillemets parce que c'est plus particulier que ça.
Rappelons que l'assignation au genre est peut-être effectivement quelque chose de privilège, qui peut vous donner des privilèges, mais qui peut être vécu aussi comme quelque chose de problématique pour vous-même. Et donc, vous allez voir que justement, on va parler de tout ça à travers cet article, mais surtout, principalement, évidemment, rester centré sur le sujet, à savoir justement ce marché, quelque part, du féminisme, hein, comment on a capitalisé d'une certaine manière sur la demande d'égalité et comment c'est devenu une égalité pour certaines en réalité. Donc, on va parler de classe sociale. Bref, bienvenue chez Joyeux Sociologue. Pardon, j'ai failli me louper. N'oubliez pas que c'est une autoproduction, donc si vous voulez faire des dons, n'hésitez absolument pas. Si vous voulez rejoindre les réseaux, c'est par ici. Salut à toi, Habitus. Et évidemment, voilà, je vous remercie à toutes et toutes d'être là. Voilà. Et je vais pouvoir commencer cette lecture. Voilà. Bon. Alors, je vais vous mettre l'article en visu, quand même, que vous ayez un visuel là-dessus. Je remercie aussi les gens sur Twitter qui me retweetent, etc. Merci beaucoup, ça me donne de la visibilité. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitter aussi. Hein. Ça m'aide de ouf. Voilà. Donc c'est parti. Hop, est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche bien. Voilà. Hop. Donc, le féminisme de marché ou comment la demande d'égalité pour toutes est devenue une inégalité pour certaines, de Sophie Pochic. L'exigence éthique d'égalité semble avoir été adoptée par le discours gestionnaire depuis les années 2000. Alors que le nouvel esprit du capitalisme était jusque-là silencieux sur les inégalités entre les femmes et les hommes, certains auteurs l'interprètent comme un dévoiement du principe juridique d'égalité au travail ou du principe politique d'égalité entre citoyennes et citoyens. Car cet objectif est intégré à des dispositifs de gestion sous conditions de rentabilité de performance financière, commerciale, organisationnelle. En gros, voyez-y la chose suivante. On veut bien de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais cette égalité, elle est souvent répandue sous l'idée simplement d'une gestion de rentabilité et de performance. Voilà. Donc, combien ça va nous coûter combien ça va nous rapporter de faire de l'égalité, par exemple, dans notre entreprise. D'autres y voient la marque d'un féminisme de marché, d'un féminisme corporate ou d'un féminisme modéré. Nouvelle norme transnationale portée par les élites féminines. Ces dernières exigent en priorité une gouvernance partagée. Un accès égal aux postes de responsabilité, aux hautes rémunérations, exigence progressivement balayée par les pouvoirs publics et économiques. 10 ans après la loi Copé-Zimmermann, qui avait imposé des quotas de sexe de 40% au conseil d'administration, la loi Rixain, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, votée en octobre 2021. Salut à toi, Camdoc, j'espère que tu vas bien. Donc, la loi Rixain, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, votée en octobre 2021, en est un symbole récent, puisqu'elle étend pour la première fois en Europe des quotas de sexe de 40% au comité de direction des grandes entreprises. Donc avant ces lois-là, il n'y avait pas d'obligation à une sorte de parité. Encore parité très moindre, puisqu'on dit que 40%. Voilà. Nommée féminisme de marché, cette rhétorique permet de souligner qu'elle prône des techniques néolibérales de gouvernement et qu'elle ne comporte aucune dimension critique sur les effets sociaux du capitalisme financier. Si stimulantes soient-elles, ces analyses centrées sur les discours, les parcours et les mobilisations collectives de ces élites féminines peinent à éclairer les facteurs expliquant l'intégration tardive par les grandes entreprises de revendications féministes traditionnelles et les effets induits sur les inégalités au travail en général. En effet, plusieurs éléments manquent pour comprendre les conditions de possibilité et les conséquences de cette nouvelle équation entre égalité et profit. Salut Spartacus. Oh, plaisir de te voir ici Spartacus, comment vas-tu? Il y a du beau monde, ça fait plaisir. Attendez, est-ce que je peux le mettre en... J'aimerais bien en fait... Attendez. Mais d'habitude on pouvait.
Bon, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, ces analyses adoptent rarement une perspective de longue durée et elles se centrent sur les discours de personnes ou collectifs apparus dans les années 2000. Donc en gros, il y a plusieurs éléments qui manquent pour comprendre les conditions de possibilité des conséquences de ces nouvelles équations entre égalité et profit. Donc en gros, ce que dit Sophie Pochick, quelque part, c'est que ces analyses, elles n'ont pas une perspective qui nous permette réellement de rendre compte correctement de ces questions-là. Et surtout 2010. Donc en gros, les discours de personnes ou de collectifs, ils sont apparus dans les années 2000 et 2010. Donc ces données, elles sont sur 10 ans. Ça utilise Mendeley Reference Reader, c'est honteux. Allez, oh, c'est très utile, Mendeley Reference. Or, ces grandes patronnes, consultantes ou femmes de réseau reprennent souvent, sans le savoir, des positions qui étaient défendues par les syndicalistes féministes dès les années 80. Mais au nom de la justice sociale, comme la mixité, des formations courtes destinées aux métiers techniques. En outre, les multinationales, et ça retenez-le bien, hein, les multinationales qui emploient et sponsorisent ces élites féminines sont peu étudiées, alors même qu'investir dans l'égalité femmes-hommes peut servir différents objectifs stratégiques pour les directions. Faire face à des évolutions organisationnelles, technologiques ou commerciales, résoudre des problèmes de gestion du personnel, améliorer son image auprès des clients, candidates à l'embauche, actionnaires ou pouvoir public. Enfin, ces travaux manquent souvent d'ancrage organisationnel. Ils analysent rarement l'ensemble de la négociation collective, de l'égalité professionnelle, avec les syndicats, la parité économique, les nominations au conseil d'administration, deux régulations imposées par la loi française respectivement depuis 1983 et 2011, et la politique de gestion de la diversité et plus largement de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, menée de manière volontaire par la direction. En gros, ce que nous explique Sophie Pochick, j'explique, hein, oui, très monopolistique de la littérature scientifique, oui, c'est ça. Oui, sociétale, si vous voulez, allez-y, balancez tous les noms. Bon, ce qu'explique Sophie Pochick, justement, c'est que, quelque part, en fait, on a des travaux qui nous disent, voilà, les avancées, les évolutions, le manque de mixité qui est quand même là, mais qui quand même évolue au fil des générations. Mais d'une part, ces travaux, ils sont très récents, sur la période 2000-2010. Et ensuite, ce qui n'interroge pas, c'est l'intérêt des directions sur des côtés managériels, professionnels, organisationnels, technologiques, commercial, de justement sponsoriser, entre guillemets, ce côté non, mais nous, on est féministes et on accepte totalement de reconnaître à la fois ce qu'établit la loi, mais aussi de mettre en avant des femmes à poste de responsabilité. Ces registres de soft law, en gros loi plutôt soft, hein, et hard law, loi plutôt hard, coexistent pourtant au sein des grandes entreprises implantées sur le territoire français. C'est précisément l'objectif de cet article que d'éclairer le rôle respectif et les rapports de force entre deux types d'acteurs collectifs, qui sont rarement saisis de concert. Les syndicalistes, en tant qu'intermédiaires du droit contre les discriminations, et les managers, militants de l'intérieur pour plus d'égalité, soit par leur fonction, notamment dans les ressources humaines et la RSE, donc là on l'a dit, la responsabilité sociétale, sociétale des entreprises, soit par leur participation à un réseau professionnel affinitaire. Une enquête socio-historique sur une grande entreprise publique française d'énergie devenue une multinationale financiarisée permet de montrer en pratique comment l'égalité a changé de registre sur une quarantaine d'années. Le croisement d'archives et d'entretiens permet de souligner que la demande syndicale d'égalité, pour toutes, a longtemps été déniée par les dirigeants masculins et qu'elle est désormais portée par des féministes de marché qui assument leur sélectivité sociale. La politique de diversité de genre qui se met en place de manière concomitante aux transformations économiques de l'entreprise participe aussi à neutraliser les revendications syndicales dans des espaces de dialogue social sous contrôle managérial
Si cette politique tend à conforter les aspirations de carrière des plus dotés, elle laisse les salariés subalternes sans défense face aux restructurations financières contribuant à dégrader leurs conditions. Bonjour Père Castoriodi, j'espère que tu vas bien. Grosse définition de la soft et de la hard law. Oui, bon, ça va, Camdoc. Je me suis pas foulé non plus. Bon, en gros, l'article qu'on va lire, justement, va montrer quelque chose que montrait un peu Annabelle Alouche dans son travail, si vous vous souvenez bien, qui s'appelait Mérite, où elle avait fait les études des sociétés de concours de Sciences Po. Et en fait, elle avait découvert un compte-rendu du conseil d'administration de Sciences Po, dans lequel il disait non, mais en fait, il faut faire des places pour les femmes dans le concours, mais il faut faire un quota inofficiel pour faire en sorte de les limiter. Et parce qu'il ne faut pas qu'elles atteignent justement, qu'elles croient justement qu'elles peuvent atteindre les mêmes choses que les garçons. Il faut leur faire croire à la fois qu'elles ont la possibilité, mais à la fois que cette possibilité est limitée par leur faute, par leur degré de réussite ou pas, de faisabilité par le concours. Et en fait, ce que expliquait Annabelle Alouche, c'est que le système de concours dans les grandes écoles est un système d'exclusion, pas d'adhésion. Il n'est pas un système d'adhésion, il n'est pas un système de vérification de cette adhésion des élèves, il est un système d'exclusion de certaines classes sociales. Et bien, c'est la même chose quelque part quand ces entreprises, elles reprennent le féminisme sous leur enseigne. C'est une manière d'exclure justement des salariés de cette sélectivité sociale qu'elles vont opérer. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui va être au conseil d'administration, c'est pas tout le monde qui va être représenté, etc. Et là, je m'avance un petit peu, mais voilà, l'article va nous parler de ça. Et en tout cas, salut à toi, Père Castoradi. J'espère que tu vas bien. Attendez 30 secondes. Je disparais comme ça, moi. Hop là. Donc, une demande de justice sociale portée par les syndicats, mais longtemps déniée. Le vote d'une nouvelle loi peut être un levier dont se saisissent des femmes, syndicalistes et ou des cadres pour obliger les directions majoritairement masculines à avancer sur un sujet longtemps considéré comme secondaire. Mais les règles et dispositifs d'entreprise dépendent surtout de la volonté politique de la direction et de la manière dont elle retraduit les contraintes légales en enjeux organisationnels et pragmatiques, en hybridant normes légales et normes gestionnaires. En gros, on essaye d'adapter pour faire en sorte qu'à la fois ce soit plutôt légal ce qu'on fait et en même temps que ce soit utile à notre sens, que ça aille dans notre sens. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Parce que oui, figurez-vous qu'il y a une tradition féministe aussi très anticapitaliste, justement. C'est pour ça d'ailleurs que Sophie Pochick parlait du nouvel esprit capitaliste juste au début. C'est parce que justement elle rappelait qu'il y a d'une certaine manière dans ce nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et F. Capello, pour ceux qui connaissent, il y a cette idée justement de faire en sorte que nous sommes devenus des concepts. En fait, les individus sont devenus des concepts managériels qu'il est bon de gérer comme quelque part en association avec les besoins et les profits de l'administration ou de la gestion d'entreprise. Voilà. Et c'est pareil pour le féminisme en fait. Le féminisme n'est pas devenu quelque chose de révolutionnaire ou de révolté au sein des entreprises. Il est devenu un outil de gestion qui leur permet justement de se réapproprier ces normes-là qui sont venues à travers les mouvements féministes, etc. Et les lois qui ont suivi là-dessus. Donc, le droit de l'égalité homme-femme en entreprise repose sur un instrument particulier. Le rapport de situation comparée, un document obligatoire complémentaire au bilan social comportant des statistiques sexuées. Rapport considéré par l'ancienne ministre des Droits de la Femme, Yvette Roudy, comme une pièce maîtresse de la loi du 13 juillet 1983. Le RSE, donc comme on l'a dit, responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, vous allez m'aider, de toute façon, si j'ai du mal. Le RSE est resté longtemps un instrument faible, peu standardisé. Contrairement à d'autres entreprises, le rapport de situation comparée RSC existe à Gazella depuis 1983, ce qui a autorisé un débat annuel au comité central d'entreprise pendant 20 ans,
dont les archives ont conservé les verbatim in extenso. En gros, on a gardé tout simplement les échanges qu'il y a eu. Voilà. Donc ça, c'est une monographie de longue durée, combinaison d'enquêtes à plusieurs échelles. Donc ça, c'est d'une certaine manière un encadré méthodologique. Donc c'est pour expliquer justement que du coup, Sophie Pochick, elle a fait ce travail dans une entreprise appelée Gazella jusqu'en 2008, puis Power après sa fusion avec une holding financière Financia. Et tout d'abord commencé donc comme une recherche partenariale avec la direction de Gazella. La responsable diversité avait lancé un appel d'offres en 2004 pour une étude sur les stéréotypes de genre pensés comme les principaux freins aux carrières des femmes cadres. En résistant partiellement à la commande, avec Cécile Guillaume, nous avons proposé d'étudier la fabrication organisationnelle des dirigeantes à partir de récits de vie de cadres supérieurs et dirigeantes. 75 au total, 45 femmes et 30 hommes. Et une analyse secondaire des statistiques du personnel. Voilà, donc ça, je ne vais pas le lire tout l'encadré, mais je vous mettrai le lien de l'article. Je vous conseille effectivement de le lire. C'est assez intéressant parce que ça restructure ça restructure directement dans quel cadre on parle dans cette enquête. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la sociologie, ça a une base extrêmement empirique. Voilà, si vous faites de la sociologie comme Gérald Bronner et que vous regardez juste votre tiroir à chaussettes pour décrire quelque part c'est quoi la science et c'est quoi être transfuge de classe, bon là effectivement vous faites de la sociologie à votre manière, mais ce n'est selon moi pas forcément très bon. Mais bon, bref, allez, ça c'était une petite pique sur Gérald Bronner. Il y en a une par live, habituellement, rassurez-vous, il n'y en a pas plus. Voilà. Bon, donc c'est parti, on regarde donc la suite de l'article. Voilà. Donc ce diagnostic chiffré, de plus en plus étoffé, est complété par plusieurs études qualitatives. Donc, études qualitatives, monographie, ethnographie, bref, on va voir ce qui se passe sur le terrain, on fait des entretiens. On ne fait pas juste du quantitatif avec juste des données statistiques qu'on regroupe à travers des questionnaires. Dans la tradition des grandes entreprises publiques ouvertes aux sciences sociales, ne débouche cependant sur aucun plan d'action avant 2004. Donc, il n'y a pas d'action avant 2004. Le rapport de force momentanément favorable aux syndicats, et notamment à la CGT alors majoritaire, dans un contexte de conflit social contre la privatisation, leur permet d'obtenir en 2004 un premier accord égalité offensif avec un budget conséquent pour mettre en œuvre une action positive de rattrapage salarial. Rattrapage salarial. Déjà, vous voyez la nuance. Là, je me souviens que Sophie Pochick était revenue sur comment elle avait hijack l'enquête. Oui, totalement. Mais il me semble que c'est un peu ça qu'elle dit dans l'encadré. Mais oui, tout à fait. Mais une fois la privatisation entérinée, et avec la financiarisation du groupe, le rapport de force redevient nettement moins favorable aux syndicats CGT et CFDT, qui régressent aux élections professionnelles face à la CFE-CGC en croissance. Le dialogue social, en matière d'égalité professionnelle, devient plus conflictuel, la direction le considérant comme une forme de contractualisation des stratégies managériales avec des priorités qui s'imposent du groupe aux filiales. Donc déjà, il y a un conflit qui se fait parce que justement, les syndicats s'aperçoivent tout simplement que en fait, l'entreprise, si elle leur cède ça, c'est pour ses intérêts à elle. C'est pour que ça rentre dans ses intérêts. Pas du tout pour permettre justement une vraie égalité et équité entre les personnes. Non, non, non. Ça, on s'en fout. Mais mesurer n'est pas suffisant. Quand la direction justifie les écarts pendant la période de 83 à 2003. Les archives en témoignent. Elles permettent de comprendre pourquoi, malgré la mobilisation de certaines syndicalistes, la direction temporise pendant 20 ans, se contentant de quelques actions ponctuelles et symboliques envers la mixité dans les métiers techniques. Vincent, le directeur du personnel et des relations sociales ayant négocié le premier accord égalité signé en juillet 2004, nommé en 2002, reconnaît la lenteur du processus. On était les rois du bilan, car le rapport annuel présenté depuis 1983 au comité d'entreprise avait été sans cesse amélioré, surtout élargi, approfondi, agrandi, toujours par des indicateurs supplémentaires. Ayant toute sa carrière dans les ressources humaines, dans une direction technique,
Il avoue d'ailleurs n'avoir jamais travaillé sur ce dossier avant. Anna, négociatrice côté CGT du premier accord négocié en 2004, qui siège dans cette instance depuis 1993, incarne le courant du féminisme ouvrier syndical, qui a fait évoluer les lignes de certaines fédérations de la CGT et la CFDT dans les années 70 et 80. Eh oui, parce qu'un truc qui est important de comprendre, c'est que même chez les syndicats, ces inégalités, elles sont là. Cette non-mixité, justement, dans les échanges à la fois structurants, mais aussi dans la manière hiérarchique, elles étaient omniprésentes. Anna dit avoir toujours eu le souci de l'égalité, même si elle n'a jamais été membre d'une association féministe. Moi, je considère que quand on milite contre l'injustice, obligatoirement, on est un peu féministe, dit-elle. Selon elle, ce sont surtout les différences de point de vue qui expliquent cette inaction. Elle dit « Ça a mis 15 ans pour que la direction accepte qu'il y ait effectivement des inégalités dans l'entreprise entre les hommes et les femmes. » Au début, on nous a contesté le constat qu'on faisait nous, les organisations syndicales. La direction n'avait pas la même vue. Elle trouvait toujours de bonnes raisons pour justifier les écarts. Cet écart entre la production des statistiques sexuées et l'action sur les inégalités se constate dans la majorité des entreprises des années 80. Mais vous allez me dire, mais aujourd'hui c'est fini, car aujourd'hui on est, bordel de merde, beaucoup plus sensé, beaucoup plus logique et cohérent sur les questions des écarts salariales. On connaît ces problèmes, il y a même des lois qui ont été votées contre ça. On connaît le problème, le sujet exactement, il est que situé là-dessus. Oui, évidemment vous n'allez pas dire ça, parce que vous regardez cette chaîne déjà. Et puis sans doute, j'imagine que vous êtes un peu militant dans la vie, donc vous êtes assez informé sur le fait que, malheureusement non. L'analyse des arguments échangés pendant 20 ans révèle la résistance des cadres dirigeants masculins à des actions positives appelées quotas, mais aussi leur relative satisfaction face à la progressive féminisation de l'encadrement. Cette féminisation ne découle pas d'une stratégie explicite de la direction, mais est liée à deux mécanismes structurels. Des besoins de croissance sur des fonctions tertiaires qualifiées, ressources humaines, commerciales, marketing, services juridiques et financiers, dans cette industrie technique, qui favorise le recrutement de femmes diplômées. Un recrutement des cadres tourné vers les grandes écoles, qui permet l'entrée de femmes par le haut sur les critères de l'excellence scolaire, qu'elles soient diplômées d'écoles de commerce ou, dans une moindre mesure, d'ingénieurs. Les directeurs commentent les évolutions. Les directeurs commentent les évolutions du RSC toujours positivement en saluant les féminisations du recrutement des cadres. En gros, si vous avez compris ce que j'ai lu, alors vous vous doutez d'une chose. Quand on parle justement de personnes qui, au nom justement du fait d'être des femmes, sont recrutées comme cadres, et donc que ça positive le côté mixte des cadres, etc., n'oublions pas une chose, c'est pas la même chose que ce que demandait la CGT et la CFDT, où là on parlait de toutes les femmes, on parlait des femmes qui étaient aussi bien placées dans des situations en tant qu'ouvrières que celles qui sont cadres. Et puis ces recrutements de cadres, ils viennent des grandes écoles, donc déjà, il y a quand même quelque part une élite qui est sélectionnée. Déjà des femmes qui ont été sélectionnées pour rentrer dans ces entreprises. Dans les années 80, période du développement de la mixité scolaire, dans cette entreprise comme dans le débat public, on ne retrouve plus de discours ouvertement sexistes et antiféministes, délégitimant l'entrée des femmes dans les professions supérieures, au nom de leur nature. En revanche, les directeurs masculins justifient toujours les écarts chiffrés de salaire, de promotion, d'accès à la formation continue, par une cause extérieure. L'orientation scolaire initiale des femmes qui les détourne des métiers techniques ou les mentalités des autres hommes. Surtout, l'argument récurrent est qu'en comparaison des autres, cette entreprise publique industrielle serait dans la moyenne, tandis que le statut des industries électriques et gazières dont bénéficient les agents protégerait les femmes des discriminations et de la précarité. Ah, 12 précarités, petit chantage pour dire qu'ailleurs c'est pire, et donc vaut mieux rester ici que partir ailleurs. Ah là là, ça a bon dos ça pour justifier plein de choses.
commentant le RSC de 1995, qui confirme l'existence d'inégalités importantes dans différents domaines, salaire, promotion, formation, le directeur du personnel se défend ainsi. Alors attention, hein, là on a une parole d'un directeur du personnel, alors ça va voler haut évidemment. La direction s'est contentée les années précédentes de réaliser une photographie de la situation sans faire de proposition. Mais la discrimination n'étant pas réelle et les inégalités n'étant pas flagrantes, on pouvait paraître difficile de définir une politique et une stratégie dans ce domaine. Nos entreprises sont dans la moyenne des entreprises comparables et la direction ne pratique ni une politique de ségrégation ni de précarisation de l'emploi féminin, bien au contraire. Ah là là. Ce directeur est opposé à la proposition syndicale défendue par la CGT et la CFDT d'un quota de femmes au recrutement et souhaite davantage agir en douceur par la communication et la sensibilisation des cadres. Bon, là, si vous n'avez pas compris le truc, pour expliquer, le type légitime quasiment et carrément le fait que les personnes là exploitées, le fait qu'il y ait des inégalités qui sont reportées même dans un rapport justement de son propre conseil, il dit que c'est... Voilà, dans le domaine statistique, ça peut s'entendre, c'est une sorte de photographie, une proposition, mais il n'y a pas de discrimination réelle. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, non, mais c'est David Godanov, hein, je l'ai totalement oublié. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il dit. Hein. Dans cette opération, l'important est de faire évoluer les mentalités dans l'entreprise, de manière que petit à petit, il soit considéré comme tout à fait normal de choisir soit un homme, soit une femme pour la totalité de nos métiers. Ceci ne se fait sans doute pas par des décrets ou des lois, mais plus par des actions exemplaires et par des actions permanentes d'évolution des mentalités, ce que nous essayons de faire par un certain nombre d'actions de communication. Là, je suis sûr, il s'imagine vraiment être applaudi sur scène. Hein. Ah, merci, c'est les inégalités, hein, moi j'y peux rien. Voilà, pardon. Ah, j'adore me marrer. Non, mais voilà, vous avez vu le truc, quoi. Donc, techniquement, le type, quand même, reconnaît qu'il y a des inégalités, mais il explique que ces inégalités, elles doivent se faire pas par des lois ou des décrets, mais des actions à la communication. Bah oui, c'est plus de communication. C'est un défaut de communication. C'est bien connu. Genre, c'est pas de la ségrégation, ni de la précarisation de l'emploi féminin. Bien au contraire. Attends une seconde. Attends. Il a dit bien au contraire. Comment ça, bien au contraire? Comment ça, il n'y a pas de ségrégation, pas de précarisation de l'emploi féminin, mais plus des avantages? Non, on n'en est pas là. Bon. Donc là, résumé un petit peu de l'analyse de Sophie Pochick va être meilleure que la mienne. Même si la négociation spécifique sur le droit des femmes est reléguée à cette période, au second rang des revendications syndicales, les rares femmes syndicalistes présentes dans les instances nationales de représentation du personnel se sont emparées dès 1983 de ce dossier, parfois au prix de tensions avec leurs propres camarades. Et c'est là où je me dis quand même que ça a dû être compliqué pour faire comprendre justement aux personnes et aux membres du personnel et même au sein du syndicat le problème. Voilà. Surtout quand t'es une femme du coup. Parce que voilà quoi. Enfin bref. Donc, minoritaires dans leur syndicat, CGT, le syndicat majoritaire CFDT et UFO, elles sont souvent membres de collectifs féminins de leur fédération, ou même, parfois, l'experte égalité professionnelle de la fédération invitée uniquement à l'occasion de séances spéciales. Elle rappelle régulièrement le texte de la loi Roudy, qu'elle maîtrise parfaitement pour demander à la direction de se mettre en conformité et proposer un plan d'action. Après les commentaires satisfaits de la direction sur le RSC de 1988, Josiane, élue CFDT, employée au service commercial et féministe, intervient désabusée de manière laconique. Si nous n'avions droit qu'à une seule annotation, ce serait une grande indifférence au problème. Tout se passe comme si la loi Roudy n'existait pas. Fin de citation. Permanente, responsable des
conditions de travail et de l'égalité professionnelle de sa fédération, elle rappelle depuis 5 ans que le plan d'égalité sont une obligation légale et demande en vain une commission égalité professionnelle. 15 ans plus tard, la séance de 1999 se finit également par l'adoption à l'unanimité d'un avis demandant une commission égalité professionnelle, un plan d'action avec un calendrier et des points d'étape. 15 ans 15 ans pour justement avoir justement acquis ce qui est dit depuis 15 ans. Enfin, c'est juste incroyable. Les syndicats divisés des dispositifs sur les dispositifs de rattrapage. Ciné-quota, non. Derrière un apparent consensus syndical, les fortes divergences existent entre syndicats quant aux dispositifs à mettre en place pour résorber les inégalités sexuées. Dès les années 80, les élus CGT et CFDT sont favorables à la mise en place d'actions de rattrapage et de quotas à l'embauche pour l'avancement de la formation interne, tandis que les élus CFE, CGC et FO y sont réticents. Bon, déjà, vous voyez, tous les syndicats ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Déjà, au sein même du syndicat, mais au sein même aussi des autres syndicats, parce que même si la CGT est majoritaire, il y a des disputes. Ces prises de position locales renvoient en réalité aux différentes politiques de féminisation des organisations syndicales au niveau national, qui acceptent ou non des quotas et des structures séparées pour les femmes. Tiens donc! Attendez, vous voulez dire que depuis des générations, il y a des syndicats qui sont plus réticents eux-mêmes à avoir des quotas dans leur structure et donc qui ne veulent pas imposer dans leur entreprise des structures de quotas? Ah, c'est intéressant ça! Les représentants, tous masculins du syndicat des cadres, la CFE-CGC, apparaissent quant à eux alignés avec les directeurs de l'entreprise, demandant en priorité des actions de sensibilisation visant à faire évoluer les mentalités des responsables hiérarchiques. Vous savez, moi je ne comprends pas tous ces gens qui râlent, qui disent comme quoi justement c'est compliqué. Moi je pense que tous ces problèmes, c'est un problème de communication, hein. Moi, je pense que les mentalités, elles doivent évoluer. C'est pas la loi qui va faire les mentalités de demain. Et puis, les syndicats des cadres, eux, ils sont tout à fait d'accord avec ce que je dis, hein. Et bon, je veux même pas parler des FO. FO, ils trouvent que les quotas, c'est naze. Donc moi, ma vraie proposition là-dedans, c'est de se parler, se sensibiliser. Bon, ok, on embauche peut-être moins. Et puis, ok, elles ont un salaire moindre. Et des congés moindres, et plus précaires, des contrats de merde. Mais c'est pas parce que c'est des femmes, hein, c'est parce que la société, c'est un problème de communication. Voilà, problème de communication, exactement. Voyez? Voilà. Non mais c'est hyper drôle parce que ça me rappelle vraiment les... on peut même faire le parallèle, je dirais, avec avec la manière dont la Macronie aujourd'hui dirige. Hein. C'est-à-dire que vraiment... Et salut à toi, Kwakouben, j'espère que tu vas bien. On a vraiment un discours de dire non mais c'est les gens qui comprennent pas, il faut leur expliquer. Voilà. Nous vous avez entendu, on va vous réexpliquer. C'est vraiment ça. Donc, ils réaffirment régulièrement leur opposition aux quotas de promotion comme en 2002. Privilégiant une évolution sans tapage liée à l'obtention de diplômes de haut niveau par les femmes, porteurs à long terme pour l'avenir de nos entreprises. Bon, très bien. Donc, disons des quotas, des oppositions aux quotas de promotion. Par contre, ils privilégient une évolution sans tapage liée à l'obtention de diplômes. Donc ça, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. C'est dire quand même qu'il y a des promotions, mais pour les donner, il faut le bon diplôme. Hein. Bon. J'imagine que pour les hommes, c'est peut-être un peu différent, mais bon. Un vivier peut ainsi se constituer sans recours à des quotas discriminants. Ils interpellent cependant régulièrement la direction sur les retards de carrière des femmes cadres, leurs adhérentes. Tiens donc, c'est marrant ça, ce que dit la CFE-CGC. C'est marrant. À la fois, il n'y a pas de quotas à mettre, il y a plus des promotions qui doivent être là par les entrées, les diplômes. Par contre, ils disent quand même que pour leurs adhérentes, il y a des retards de carrière pour les cadres femmes. Hein. C'est marrant. Hein.
Lors de leurs interventions, les rares élus représentant la CGT ou la CFDT, dont certaines sont d'anciennes employées ou secrétaires attentives au sort des femmes non cadres, comme Anna ou Josiane déjà citées, rappellent quant à elles systématiquement la légalité des actions positives. Mesures temporaires pour combler retards et obstacles auxquels sont confrontées les femmes et ainsi d'établir l'égalité des chances. Mais surtout, la nécessité de prévoir un budget pour les financer. Alors qu'en 1984, la direction propose seulement comme action 2 formations non mixtes ciblant une vingtaine de femmes pour l'ensemble de l'entreprise. De 150 000 personnes, 20 femmes, 150 000 personnes de l'époque, afin de les soutenir dans leur promotion et leur reconversion vers un métier technique en ingénieur. Un ingénieur élu CFDT, chercheur au département recherche et développement, appuie les demandes de ses camarades féministes de transformation en profondeur des dispositifs de gestion et de formation avec une déclaration à tonalité féministe. Il dit, je cite, « Nous pensons qu'il est temps que Gadzela, souvent considéré comme à la pointe du progrès social, prenne des mesures importantes, volontaristes voire contraignantes pour combler les retards pris en matière d'égalité. Il est assez scandaleux de citer un exemple comme mesure déjà prise par la direction d'accès des jeunes filles aux écoles de métiers. Il faut se rappeler que la proportion des jeunes femmes filles recrutées ces dernières années dans les écoles est environ de 2%. Pour réussir, il faudrait un vaste mouvement qui permette aux femmes de sentir qu'elles ont leur place dans la filière technique sans être des cobayes ou des objets de curiosité placés derrière une vitrine. » Et franchement, je trouve son discours incroyable. Il faudrait aussi une formation décentralisée sur le tas, compatible avec les obligations de tout ordre qu'elle continue à rencontrer. Des dispositions doivent être prises pour permettre aux intéressés d'y participer, notamment en dégageant, par exemple, des moyens ad hoc pour organiser la garde des enfants. Il faut adapter les textes et circulaires qui ont une connotation sexiste et reflètent une ségrégation entre femmes et hommes. Notre confédération est plutôt favorable aux quotas. Je rappelle que la CFDT a pris des mesures administratives pour améliorer la mixité de ses propres structures. Et franchement, bravo, 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 bravo. Mais bravo, mais je chiale. Ah, je chiale. Non, mais c'est un super beau discours. Voilà. Non, franchement, elle a raison, Sophie Pogic, quand elle dit justement que c'est une déclaration à tonalité féministe, mais bah oui, moi j'aime beaucoup la phrase, hein, quand il dit vraiment que pour réussir, il faudrait un vaste mouvement qui permette aux femmes de sentir qu'elles ont leur place dans les filières techniques sans être des cobayes ou des objets de curiosité placés derrière une vitrine. C'est juste basé. Très basé. Voilà. Depuis 1900... Donc, reprenons. Depuis 1983, les syndicalistes CGT et CFDT de Gadzela soulèvent enfin régulièrement la faible reconnaissance des métiers féminisés de la filière administrative, où la majorité des femmes exercent, qui n'ont pas les mêmes perspectives de progression de carrière, ni les mêmes primes fonctionnelles que les métiers dominants masculines de la filière technique. En gros, vous voyez la chose. L'administratif, c'est géré par les femmes de l'entreprise. Et les femmes, eh ben, elles n'ont pas les mêmes droits. Elles n'ont pas les mêmes perspectives de carrière, la même progression, et même les mêmes primes. Non, c'est délirant. En 1987, un élu CGT ingénieur s'insurge ainsi qu'on renvoie le problème du côté des mentalités des chefs d'unité. Il a lui-même exercé cette fonction, car certains sont conscients des discriminations. Début de citation. Certains sont conscients des discriminations. Tous ne sont pas des machos et pourtant ne peuvent pas obtenir de rattrapage notoire. Car leurs actions s'inscrivent dans une politique générale des établissements. Par exemple, pour la filière secrétariat. Il est quasiment impossible de devenir cadre. C'est le problème le plus notoire, sur lequel aucune action n'est prise. Pourquoi ? Bah, bonne question. Pourquoi ?
Dans sa réponse, le directeur du personnel reconnaît ainsi lui-même l'enjeu des mesures. Il a rappelé en commission formation professionnelle qu'il n'était pas question d'ouvrir un débat sur les évolutions de carrière dans le secteur secrétariat, car cela entraînait des dépenses de personnel qui sont tout à fait incompatibles avec les limitations fixées en matière de dépenses de personnel de façon générale et les dépenses de formation professionnelle en particulier. Traduisez. Je traduis ce qu'il dit. Bon, et écoutez, sur le fait justement de faire en sorte que les secrétaires puissent avoir des promotions, ça va nous coûter du pognon. Et le pognon, on en a, mais pas pour ça, parce qu'on n'a jamais pensé au fait qu'il y en aurait besoin pour ça. Voilà, parce que... et pas parce qu'on est machiste, parce que c'est un métier de femme, quoi, voilà. Voilà. En effet, les orientations stratégiques de l'entreprise sont décidées par la direction. Et elle est discutée dans d'autres commissions du CSE, sans prise en compte de l'impact différencié des transformations sur les femmes. En gros, pour eux, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de question même de femmes et d'hommes. Il n'y a pas d'inégalité existante dans les conseils où ils sont censés discuter de ces questions-là. La logique commerciale, qui supplante progressivement la logique industrielle dans les stratégies des dirigeants, participe à soutenir la tendance féminisation par le haut de cette entreprise qui progresse lentement dans les années 80 et 90. En gros, on va pas faire des progrès par le bas, mais par le haut. C'est-à-dire qu'on va torpiller, on va recruter des gens, des femmes cadres, qui seront parfaites dans leur rôle déjà. Il n'y aura pas besoin de les promouvoir ou quoi que ce soit. Elles seront déjà cadres. Dans les années 80 et 90, de 18,6% en 1983 à 19,7% en 91 et 22,4% en 2001, comme dans l'ensemble du secteur de l'énergie en Europe. Donc, ça progresse lentement. Attendez, 33... Ok. Les femmes diplômées profitent de l'augmentation des postes de cadres. 25% des femmes parmi les cadres en 2004 contre 12% en 1990 et 6% en 83. Et de maîtrise notamment dans les services commerciaux et fonctions techniques de bureau. A l'inverse, les métiers d'exécution sont en réduction et sujets à externalisation, comme le révélé des compteurs par exemple, et la filière administrative très féminisée perd près de la moitié de ses postes en 10 ans. Notamment les sténodactylos. La proportion de femmes parmi les agents d'exécution diminue légèrement depuis 83, 20% en 90. La progression de féminisation du management a pour effet indirect qu'à partir des années 2000, certaines femmes cadres accèdent, comme dans d'autres entreprises, à des postes de responsabilité. Notamment dans les fonctions ressources humaines, communication et marketing, et pour les ingénieurs, davantage en recherche et développement que sur des fonctions opérationnelles de chef d'unité. Donc ça, c'est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un progrès, mais que ce progrès, en fait, c'est juste par le haut. On va recruter des gens les plus compétents, et on sait que c'est pas forcément le plus coûteux, parce que justement, ce sont des personnes qui, contrairement aux carrières internes, devraient avoir un progrès sur leur fiche de paye, des nouvelles primes, etc. Bref, une nouvelle dépense. Alors là, c'est pas des nouvelles dépenses. Elles remplacent des postes déjà existants dans lesquels elles sont une partie émergente d'une structure nécessaire, on va dire, à la bonne continuité de l'entreprise. La progressive managérialisation de l'égalité négociée. Cette entreprise publique signe finalement son premier accord égalité professionnelle en 2004, soit près de 20 ans après la loi Roudy. Donc pour rappel, on a eu 15 ans déjà pour reconnaître qu'il y avait des problèmes d'égalité, alors qu'il y avait des syndicalistes qui depuis 5 ans le rappelaient. 15 ans pour le reconnaître, et ces 15 ans en réalité, qu'est-ce qu'elles ont instauré? Et comme on le voit là, ça a été compliqué. Mais bon, allons-y. Bon. Alors, donc, soit près de 20 ans après la loi Roudy avec une mesure phare concernant l'égalité salariale. Un budget de rattrapage salarial de 3 millions d'euros est prévu sur 3 ans, qui la positionne alors comme une entreprise pionnière en la matière.
comment expliquer ce passage à l'acte? C'est vrai ça, en 2004, d'un coup, passage à l'acte. Ça fait 20 ans, mais allons-y, quoi. Cet accord volontariste s'inscrit dans un contexte favorable avec 4 influences convergentes. La pression de l'État, à travers la loi Génisson 2001, qui oblige désormais les branches des entreprises à ouvrir des négociations triennales sur ce thème. Une rare unité syndicale avec des négociatrices qui travaillent conjointement depuis 2 ans dans une commission égalité professionnelle et ont négocié ensemble le premier accord de branche en la matière. Un président-directeur général qui a commencé sa carrière par une thèse aux États-Unis et semble convaincu par la nécessité de moderniser l'entreprise sur un modèle américain incluant des actions positives pour féminiser les cadres supérieurs. Des directeurs des relations sociales masculins qui acceptent enfin tactiquement cet accord afin de nourrir le dialogue social dans un contexte de conflit social contre la privatisation de l'entreprise décidée par le gouvernement Raffarin, anticipant la dérégulation des marchés de l'énergie en 2004 pour les clients professionnels et en 2008 pour les particuliers. Ça c'est marrant quand même parce que là vous avez quand même, bon déjà une indication, c'était pas juste changer les mentalités qu'il fallait. Parce que là, il y a une des raisons dans lesquelles effectivement vous avez un nouveau président-directeur général, donc un nouveau PDG, qui lui-même a fait une thèse aux États-Unis, donc il est convaincu de moderniser l'entreprise. Mais quelque part, vous voyez que tous les autres arguments, ça reste quand même du modèle fiscal, économique, managérial de l'entreprise. Donc il fallait faire évoluer les mentalités, merci, mais c'est pas l'argument favorable. Surtout qu'en plus, il y a une privatisation de l'entreprise qu'il faut faire accepter à tout le monde. Donc déjà, on est dans une relation encore plus de conflit où tout le monde va être un petit peu sur tes dents. Et en plus de ça, il y avait l'idée que il y a une dérégulation des marchés de l'énergie qui arrive pour 2004-2008 à cause de cette privatisation. Donc ça, c'est encore plus intéressant parce qu'on remarque justement que l'intérêt qu'il y a derrière, c'est justement financier, pécunier, marketing presque. L'égalité femmes-hommes devient alors l'objet d'un échange politique. La contrepartie de l'ouverture du capital, comme en témoigne la signature symbolique le jour d'une grève intersyndicale, et la médiatisation de cet accord. Toutefois, après la privatisation lors de la renégociation de l'accord égalité en 2007, la direction de Gazella remet en cause la mesure phare de l'accord antérieur. Le budget supplémentaire pour rattrapage salarial des femmes potentiellement discriminées, notamment. Les directeurs masculins ont fortement critiqué cette action positive qu'ils jugent stigmatisante pour les femmes et source de tension dans leurs équipes. De nombreuses femmes, cadres, qui en ont pourtant bénéficié, sont sans plainte aussi. Elles veulent être rémunérées pour leur mérite, et non au nom de leur appartenance de sexe. Le pôle rémunération, dirigé par deux ingénieurs masculins, propose alors une nouvelle méthode de calcul qui semble montrer que les écarts femmes-hommes ont été en grande partie résorbés, sauf en haut de la hiérarchie salariale, mais que ces derniers s'expliqueraient par une moindre ancienneté dans l'entreprise des femmes cadres, même si cette méthode est contestable. Bah oui, parce que c'est quand même que les femmes quelque part derrière. Ouais, voilà, mais oui, même réaction. Elle s'impose dans le nouvel accord d'entreprise triennal signé en 2008 qui présente désormais comme une action en faveur de l'égalité salariale la réalisation d'études de cohorte pour affirmer l'étude des écarts salariaux, mais sans y associer de budget. Voilà. Surtout, la responsabilité de l'action passe des managers obligés de comparer les salaires dans leurs services et d'organiser le rattrapage de toutes les femmes en retard injustifié par rapport à leur homologue, aux femmes elles-mêmes, qui doivent déposer une réclamation, ce qui néglige la question des ressources nécessaires pour oser braver la hiérarchie et obtenir gain de cause. Donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, maintenant, ça va même plus être une observation qui va être faite qu'importe par qui, mais dans la gestion managériale des ressources humaines, ça va être aux femmes qui remarquent ce retard dans leur carrière et dans leur fiche de paye, d'aller chercher et à obtenir gain de cause en allant au conflit avec la hiérarchie. C'est assez terrible. Vous imaginez l'effort nécessaire que ça demande. Et encore, même si vous êtes syndiqué, même si vous êtes très politisé, ça peut être très difficile. Hein.
Bah, quand vous avez quelqu'un en face qui décide si vous pouvez bouffer à la fin du mois, je suis désolé, hein, mais ça rend les choses plus complexes. L'accord de Gazella de 2008 met en valeur des initiatives de la direction en faveur de la sensibilisation aux stéréotypes de genre, en particulier des managers. Premier article de l'accord, ce qui était une demande de CFE-CGC. Comme dans d'autres grandes entreprises, les deux domaines d'action prioritaires deviennent la promotion des femmes aux postes de responsabilité et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Crèche d'entreprise au siège, chèque CESU, je ne sais plus ce que c'est, allongement du congé paternité auquel les cadres hommes et femmes sont sensibles. Surtout à partir de 2011, le dialogue social en matière d'égalité devient plus conflictuel, avec une direction qui tient la plume et utilise les accords comme des instruments de communication externe et de politique centralisée de groupe. La directrice des ressources humaines de Power est à l'initiative d'un accord européen signé en 2012, envisagé comme un instrument de pilotage des politiques des filiales et sociétés qui composent ce conglomérat financier. Toutes les entités doivent se focaliser sur la mixité parmi les cadres, notamment autour de deux objectifs chiffrés. L'avantage d'un accord européen est qu'il est moins encadré et contrôlé par une instance publique et surtout qu'il peut être présenté comme une avancée sociale à des syndicalistes provenant de pays où la législation en matière d'égalité est moins contraignante qu'en France. Dans le même temps, ce groupe financier traverse des difficultés économiques inattendues sous l'effet de la crise économique de 2009, de la baisse du prix du gaz sur les marchés. L'irrégularité du marché, hein, voilà, ça aide pas. D'acquisition onéreuse de sociétés productrices d'électricité à l'international et enfin de la concurrence accrue dans ce secteur. Bah oui, c'est ça la privatisation, hein, les gens. Ce qui est encore plus drôle, c'est... Enfin, drôle. Non, en vrai, chaud. C'est que ça se caractérise justement par le fait que... les contrôles sont moins encadrés à cause des difficultés de l'entreprise. Vous voyez le problème, c'est que dès qu'en fait les entreprises sont dérégulées dans un marché de libre concurrence, eh ben, cela crée aussi ses effets. Alors voilà. Le chiffre d'affaires du groupe baisse d'un tiers entre 2012 et 2015. Pour maintenir des dividendes élevés à ses actionnaires, la logique financière étant désormais prédominante dans les stratégies, la direction réalise des plans réguliers de réduction des coûts et de suppression de postes, avant de réaliser une restructuration majeure du groupe annoncée en 2016, avec la vente d'une partie des activités industrielles historiques de Gazella, l'externalisation des services support et clientèle à l'étranger et l'investissement dans les services numériques. Ces réorganisations génèrent une pression à tous les échelons et des difficultés nouvelles pour les femmes, notamment peu qualifiées, pour continuer à progresser dans un contexte de fermeture de sites en région et d'externalisation de services. La fusion et les filialisations qui s'ensuivent déstabilisent également des instances de dialogue social, les commissions égalité professionnelle dans chaque société et filiale tardent à se mettre en place et y participent de nouvelles négociations et négociateurs qui découvrent le dossier égalité sans formation ni expérience pour contrer les initiatives portées désormais unilatéralement par la direction. Signe des tensions générées par ces transformations et des désaccords de fond, les accords égalité professionnelle de 2012, 2015 et 2018 de la société mère Power SA ne sont pas signés par certaines organisations syndicales. La CFDT n'en signe qu'un. Salut, ça va Félin et toi? Comment vas-tu? La CFDT n'en signe qu'un et la CGT n'en signe aucun des trois. En 2012, les objectifs annoncés ne sont associés à aucun budget, sauf en matière de mixité, communication, animation d'un réseau féminin, formation de développement personnel en mentoring pour les femmes cadres supérieures et dirigeantes.
Donc encore une fois, c'est toujours la même chose. On va individualiser les cas. On va justement être dans une forme même presque de quasi aucune structure d'apparence. Enfin, aucun budget qui va être développé pour ça. Et on va considérer que voilà, c'est fait comme ça. Et je peux vous dire, ça fait chier dans ce domaine. Hein. L'accord de 2015 est tellement formaliste et minimal, un copier-coller de l'accord de 2012, qui n'intègre aucune des multiples propositions des organisations syndicales que la CGT a dénoncées, que la CGT le dénonce à l'inspection du travail. Donc il est tellement formaliste et minimal que, pour le coup, la CGT le dénonce à l'inspection du travail. Donc là, il va y avoir des conséquences concrètes. Cette dernière met l'entreprise en demeure de renégocier l'accord sous 6 mois et d'intégrer de nouvelles exigences légales. Comme quoi, ça sert d'avoir un syndicat quand même. Hein. Un décret de décembre 2012 de la loi pour l'égalité réelle d'août 2014. En menaçant la société d'une pénalité financière de 1% de la masse salariale. Ça reste pas mal, je pense. Même si l'entreprise se met en conformité procédurale, le nouvel avenant n'intègre des objectifs chiffrés modestes ou peu coûteux. Faire prendre à 100% des pères leur congé paternité, taux initial à 85%, ou augmenter de 11 à 13% le taux de femmes dans les actions de formation qualifiante. Ah, c'est pas énorme pour leur laisser de la place, hein, justement. C'est un peu tout le souci. Mais ouais. Alors, excusez-moi. Bon. L'accord de 2018, signé uniquement par la CFTC et FO, se présente comme ambitieux, mais ne fait que constater que des marges de progrès existent. En réaffirmant l'objectif de 5% pour la prise de congé paternité, taux initial de 75% en baisse par rapport à 2015. Donc vous imaginez, en 2015, c'est pas 2015 je crois. En gros, vous aviez 85% en taux initial, vous mettez un objectif de 100%, et là, vous mettez par rapport à 2015... Attendez, j'essaye de comprendre. Le taux initial a baissé en fait. Ouais, en gros, 2015, il sera de 85 et en 2018, il est à 75. Voilà, c'est ça. Donc, waouh, ça a baissé quoi. Ou l'objectif de mixité à l'embauche de 40% de femmes pour les cadres. Taux initial à 31%, lui aussi en baisse. Dans un contexte de diminution globale des recrutements, au final, le dialogue social en matière d'égalité professionnelle paraît formaliste, avec des syndicats qui peinent à infléchir les priorités managériales décidées au niveau du groupe. En parallèle, la négociation collective extra-entravée, comme dans d'autres grandes entreprises, se met en place depuis les années 2000, et particulièrement 2010, avec une politique managériale de diversité qui se focalise en termes d'action effective, principalement sur 2 dossiers. Le plafond de verre, auquel sont confrontées les femmes cadres au niveau de la France et de l'Europe, et le handicap, à l'échelle de la France uniquement. Une dimension souvent négligée, cette conversion de l'égalité femmes-hommes à la rhétorique du marché s'accompagne aussi d'une restriction du public cible vers des minorités dites de talent ou à potentiel, les cadres supérieurs. Donc en gros, on va parler évidemment de ces effets, plafond de verre, du handicap, mais uniquement parmi les femmes, oui, mais cadres supérieurs. Voilà, parmi les cadres supérieurs tout simplement. Donc on nommait totalement le fait qu'il y a l'autre partie du personnel qui lui, justement, est pour le coup, assurément pas que des femmes, pas que des cadres, mais aussi des femmes ouvrières, techniciennes, etc., qui travaillent dans l'entreprise, employées, quoi. Donc on remet une sous-division, exactement. Il faudra faire le bingo des éléments de langage nuls des acteurs de débat public, État, syndicaux, médias, en termes de droits des femmes avec ambitieux, contemporains, concurrence. Tellement. Tellement. Je reviens 30 secondes.
Ouais, excusez-moi. Bon. Mais ouais, le facteur bingo. Hein. Franchement, il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est hallucinant. 4, 5, 6... 6 pages à lire. Il nous reste. Franchement, on a avancé vachement vite aujourd'hui. Hein. J'ai pas l'habitude. D'habitude, on met du temps. Mais j'ai peut-être lu un peu trop vite justement sur cette section. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, en tout cas, si j'ai lu trop vite, s'il y a trop de choses ou j'ai pas assez développé, etc. Hein, vraiment, faut pas hésiter. Bon, je pense que ça va. Je pense que vous tenez le coup. Hop là, attendez, je désactive juste les everyone. Est-ce que je reçois encore des notifs? Voilà. Mais bref, donc vous voyez donc ce parallèle, hein, cette politique, en réalité, même en 2018, elle est extrêmement et profondément déjà antidémocratique. Et ensuite, en réalité, elle n'assure pas le fait que les femmes soient une diversité de genre qui permettent justement à se sentir non sélectionnées, etc. Quoi. Je vais dériver, je suis tout frais. Je comprends. Je comprends. Bon. Allez, c'est parti. Une politique de diversité de genre à la sélectivité sociale assumée. Les politiques de diversité portées par les directions d'entreprises en France se focalisent sur les difficultés des femmes cadres à potentiel à traverser le plafond de verre. Au nom de leur talent et de leur performance économique, les réseaux de femmes cadres deviennent alors des partenaires soutenus à valoriser par la direction, groupes d'intérêt qui se tiennent à distance des syndicats. Le féminisme de marché assume de fait sa sélectivité sociale avec des dispositifs, événements et formations réservés aux femmes de la bourgeoisie des affaires. En gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand nous avions lu l'ouvrage féministe, justement, d'Éléonore Lépinard, on parlait déjà de cet effet-là, vous voyez, qui est pas un féminisme, mais des féminismes. Et là, ce que Sophie Pochic met l'action, pardon, c'est sur le féminisme de marché, qui est vraiment très particulier, puisque là, on parle d'un truc qui avantage le marché, dans le fait d'être antiféministe, ou d'être féministe, pas antiféministe, mais d'être un féminisme, mais qu'on peut dire moyen, modéré, ou en tout cas qui va pas aller très très loin. Vous voyez ? Des femmes pour avoir une gouvernance diversifiée, adaptée au marché. À partir de 2003, dans un contexte de transformation de l'entreprise publique Gazella en multinationale privée sur un marché de l'énergie bientôt ouvert à la concurrence, et à l'initiative d'une minorité de femmes diplômées de grandes écoles, quadragénaires en milieu de carrière, le groupe développe une politique managériale de féminisation des cadres, dite à potentiel, dont certaines pourraient devenir à terme cadres dirigeantes. À potentiel, c'est intéressant, très bien. En 2004, Sandrine, la responsable diversité diplômée de Sciences Po Paris, spécialiste en communication et mariée à un cadre dirigeant de l'entreprise, ce qui lui permet d'avoir des alliés puissants, justifie de commencer à traiter des dossiers de la diversité par le haut, pour une question d'exemplarité, mais aussi de visibilité et de signes. En 2004, l'entreprise n'accueille 8% de femmes dirigeantes et aucune femme dans son comité exécutif, ni dans son conseil d'administration. Mais cette politique managériale de diversité de genre ne descend ensuite jamais dans les échelons. Cette responsable diversité développe un argumentaire alliant le risque et opportunité de la mixité éthique au marché. Éthique et marché, pardon. Oh là, pas de l'éthique dans le marché, voyons. Par un phénomène de mimétisme organisationnel en s'inspirant de multinationales françaises ou anglo-saxonnes du secteur de l'énergie. Schlumberger, Total, Air Liquide, Shell ou British Petroleum. Que des belles entreprises, n'est-ce pas? Dont elles découvrent les bonnes pratiques pour divers réseaux et forums spécialisés.
Lors d'un entretien de 2005, elle justifie ce choix. Par rapport à des concurrents sur le marché, il y a des risques d'image, de réputation, des risques juridiques liés à la discrimination et des risques de l'ordre de la notation sociale. Et puis, il y a des opportunités pour assurer nos transformations managériales et culturelles qui sont nécessaires pour réussir ce qu'on a à faire, pour être un groupe concurrentiel et international dont le capital est ouvert. Ma théorie, c'est que ça passe par là. Sandrine reconnaît cependant au bout de 2 ans qu'elle a des difficultés à sortir d'une seule logique symbolique sans grande prise sur la réalité des normes organisationnelles. En travaillant avec des groupes d'expression sur les stéréotypes, on sensibilise, en allant voir les gens, on communique, mais on n'est pas centré, on n'est pas rentré pour l'instant dans le cœur de l'action qui interroge les processus de ressources humaines, de gestion de carrière, d'organisation du travail. Les quelques actions menées permettent quand même à Gazella d'obtenir en 2007 le label Égalité délivré par l'AFNOR. Ah mais les labels, oh mon dieu. Vous imaginez, vous avez un label égalité vous aussi? Ouais, c'est assez triste. Cette idée de diversité de genre, bonne pour les affaires, qui était déjà présente dans les entreprises, dans l'entreprise publique, en voie de privatisation, est encore plus marquée après la fusion avec la holding financière en 2008. Elle est aussi portée par des grands cabinets de conseil anglo-saxons qui accompagnent la fusion-restructuration de Financia et Gazella, et présente la diversité comme une valeur clé, parler des bénéfices économiques de l'égalité plutôt que de valeurs morales ou de risques juridiques, et une stratégie efficiente dans le monde des affaires. Le comité de groupe européen de Power commande ainsi un diagnostic égalité, non-discrimination et diversité. En 2009, réalisé par une consultante irlandaise, Jen Pillinger, qui a déjà élaboré un guide des bonnes pratiques en matière de l'égalité des chances et de diversité pour les partenaires sociaux européens de l'électricité. Après sa nomination, la nouvelle directrice des ressources humaines de Power, une Française issue de la holding financière Financia, présente en anglais, lors d'une convention RH en 2011 en Espagne, les 5 key drivers de la fonction des ressources humaines. Diversity, develop talent, every talent, boost initiative and innovation, think toward, embody, company social responsibility. Le groupe investit la diversité comme un enjeu de communication, avec 2 priorités affichées, mixité de cadres et handicap. Et obtient d'ailleurs le label diversité en 2012, étendu à l'ensemble des entités de France. Donc vous voyez bien que là, finalement, l'idée n'est absolument pas de faire du concret. Parce que pendant ces années-là, on le sait, ils ont diminué leur budget là-dessus. Ils ont créé justement des sous-espaces sur la mixité des cadres et le handicap. Mais jamais on ne va réellement parler de l'état de la direction, finalement des inégalités entre les cadres. Ouais, joli le cercle Interhel. Oh mon dieu. Le 8 mars 2012. 8 mars, hein. Belle date. Réussir au féminin. Les ambitions de la mixité. C'est beau ça, c'est beau. C'est magnifique moi je trouve. Maison de la Cité universitaire Paris 14e. Power en colère. Et là, vous avez une affiche collectif intersyndical détaillant le nombre de postes supprimés dans le centre d'appel en province. Intéressant, ça. Réseau des femmes cadres, nouveau groupe d'intérêt, bien soutenu. Cette politique s'appuie sur la structuration d'un réseau de femmes, plus ou moins réservé aux cadres supérieurs, qui va devenir un groupe d'intérêt avec une certaine influence sur la direction. Les réseaux de femmes organisés autour des grandes écoles et de grandes entreprises se fédérant parfois par secteur ou profession et mobilité pour l'accès des femmes au pouvoir ont explosé dans les années 2000.
450 réseaux sont recensés en France en 2015. À Gazella, le réseau de sensibilisation à la mixité, le MixFame, créé en 2003, est une initiative de Sandrine, la responsable diversité, qu'il a imposée à une direction masculine assez réticente et le fait vivre avec peu de moyens financiers. Avec une dizaine de femmes, cadres supérieurs dirigeants travaillant au siège, elles ont proposé de créer, d'animer un réseau d'entreprises avec deux objectifs. Valoriser le management au féminin. Pardon, pourquoi je mets le point? Management au féminin. Et féminiser les dirigeantes avec un objectif de 30% dans une entreprise qui compte 25% de femmes cadres en 2003. Yes, les 40% power. Ce réseau mixte, à peu près certain que les cabinets de conseil ont des liens avec les pourvoyeurs de labels. Non, mais totalement. Totalement. Puis même, le label est une manière monétaire de se financer, en fait. Enfin, c'est une manière de reconnaître, d'avoir un capital symbolique qui amène du capital économique. Ce réseau mixte organise des conférences avec des experts, consultantes, directrices des ressources humaines, d'autres entreprises, universitaires, comédiennes. Des ateliers de sensibilisation aux stéréotypes et diffuse une lettre interne sur la mixité à l'égalité femmes-hommes réalisée par une stagiaire. À destination de sensibilisation interne, le réseau MixFem existe dans une relative discrétion et avec peu de moyens. Il ne rassemble que 150 cadres en 2007, majoritairement de femmes, cadres diplômées et parisiennes, et une minorité d'hommes ouverts à la mixité, plus jeunes et en position de cadre moyen. Vanessa, la directrice de la communication de Gazella, débauchée par un chasseur de tête pour mener à bien le dossier d'ouverture du capital à l'entrée en bourse, n'en fait pas un sujet stratégique. Seule femme du comité de direction, cette directrice de la communication s'avoue lors d'un entretien en 2016 peu sensible à ce sujet. Elle dit, je cite, « Je ne sais pas s'il y a des stéréotypes sur les femmes dans cette boîte. Moi, je ne suis là que depuis 5 mois. Je ne suis pas un bon exemple de directrice montée en interne. J'imagine qu'elles ont peut-être des choses à raconter sur le machisme. Moi, j'ai été parachuté, donc je ne me rends pas compte de ça. Mais même dans mes anciens postes, je n'ai jamais souffert d'être une femme. Pourtant, j'ai toujours travaillé pour des présidents et c'est toujours des mecs. Mais la com, c'est un métier souvent féminin. » Ça, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit la com, c'est un métier souvent féminin. Évidemment qu'elle ne va pas se prendre du machisme dans un domaine où souvent, c'est les femmes qui sont chargées de le faire. Voilà, ça, c'est beau. La com, c'est un métier souvent féminin. Bon repère, bon repère. Surtout, le nouveau président-directeur général énarque parachuté à la tête de Gazella est chargé de sa privatisation, considère le dossier comme secondaire et ne s'est entouré que d'hommes dans son comité de direction, à part la directrice de communication. Mais bon, comme on l'a dit, hein, c'est surtout un métier de femme. Bon, si les femmes ont investi progressivement les postes de cadre supérieurs dans les années 2000, elles peinent à accéder au top management. Gazella compte 8% de cadres dirigeantes en 2007, exactement comme en 2004. Magnifique. Magnifique. Everything. Suite à la fusion avec Financia en 2008, après 2 ans de latence, le réseau MixFem, n'ayant plus d'activité officielle, un nouveau réseau de femmes est lancé par le groupe Power en 2011. S'il vous plaît, ne l'appelez pas Girl Power, je vais mourir. Sur un modèle anglo-saxon, il est non mixte et pensé comme un lieu d'empowerment. J'adore le langage anglais british qui est utilisé dans ce genre d'entreprise. L'autre différence avec l'ancien réseau de Gazella est sa dimension internationale, puisqu'il rassemble en théorie des femmes issues de tous les pays d'implantation de groupes. Ce réseau appelé Power for Here, comprenez-le comme j'en ai rien à battre, a pour objectif affiché de sensibiliser au leadership féminin. Et de fait, est réservé aux femmes, cadres supérieures et dirigeantes cooptées par la direction.
Ce réseau offre un site intranet et une newsletter réalisée par un cabinet conseil externe, une formation standard pour renforcer ses capacités de leader, et des conférences avec des partenaires extérieurs, dont une fédération de réseaux féminins, de grandes entreprises technologiques. Dans un contexte de conglomérat financier aux multiples filiales, le réseau Power for Here permet aux femmes cadres supérieures des différentes entités du groupe de se rencontrer, de créer des liens transversaux et aussi de construire une culture d'entreprise commune. Voilà, rien que ça. Genre, on est là pour construire une culture d'entreprise commune. Et plus, combien de femmes qui ont des postes de cadre dans ce genre de cas ont des codes masculins de management? Mais totalement. Totalement. Enfin, ce réseau est pensé comme un outil de communication externe. Bah bien sûr, pensez-vous. Avec des exemples en premier rassemblement en 2012 des 450 membres du réseau dans un lieu prestigieux auquel participe la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et dont les principales interventions sont accessibles en ligne pour la presse. Chantal, la directrice de communication, présente ainsi le programme de la journée. Objectif mixité, leadership au féminin, mentoring, autant de thèmes soulignant la volonté du groupe Power pour qu'accèdent à tous les postes, et notamment ceux à haute responsabilité, j'aime bien le notamment, les femmes, qui en ont les compétences. Ainsi, l'égalité des chances était au centre de cette journée, mais les sujets abordés sont allés bien au-delà, car si l'accès des femmes est un droit, il est aussi et surtout un facteur évident d'innovation et de performance économique. Je sais pas comment dire, mais voilà quoi. Tout simplement, hein. Voilà, c'est un facteur d'innovation et de performance économique. L'égalité des femmes. Yes! Ah là là. Certaines femmes cadres qui ont connu les deux types de réseaux, le réseau MixFem et de Gazella, visant à influencer la direction, et le réseau Power for Here, outil piloté par la direction, en soulignent la différence d'état d'esprit. Nathalie, responsable de la communication, reconnaît en 2013 que c'est peut-être plus à l'américaine dans les principes, plus à l'idée de réseau pour celles qui n'en veulent. Mais c'est important parce que ça en fait partie des forces aussi des hommes pendant des années, d'avoir ces fameux Lion Clubs et compagnie. Power for Here est aussi plus actif car la diversité, c'est quelque chose qui tient très à cœur de la direction de la com et au PDG. Je pense que c'est délibéré. Ils veulent que l'entreprise soit bien classée sur ce critère. Ils appréhendent beaucoup plus le côté financier de la diversité. Donc en gros, tout ça pour dire que ces clubs qui sont créés, ces girl clubs, hein, on pourrait dire, ces groupes non mixtes, Power for Here, etc., ce sont des clubs en réalité plus de communication, plus que d'empowerment et encore, d'empowerment des carrières de toutes les femmes de l'entreprise, quoi. Voilà, si vous avez compris le truc. La plupart des femmes cadres qui y participent sont relativement satisfaites de ces échanges de conseils pratiques pour traverser le plafond de verre et de cette extension de leur capital social. À Power, comme ailleurs, cependant, le caractère sélectif du réseau Power for Here est critiqué par celles qui n'en font pas partie, majoritairement des femmes cadres en fin de carrière ou non diplômées de grandes écoles, et est dénoncé par certains syndicalistes. Tiens donc, mais c'est bizarre ça! Attendez, vous voulez dire que Power for Here trie parmi les cadres les femmes qui devraient avoir le droit d'être là-bas? Mais moi j'avais pas compris, moi j'avais cru qu'on parlait d'égalité, pas du tout de critères d'exclusion. Ça vous remémore un petit peu ce que j'ai dit au niveau de la lecture au tout début de l'article? Genre, quand on allait voir que ces pratiques sont sans doute, comme à Sciences Po, des pratiques excluantes, plus que des pratiques justement qui permettent de faire rentrer un maximum de personnes dedans pour que ce soit la fête, le champagne, l'égalité, le communisme et qu'on aille casser la gueule au patronat. Non, rien de tout ça. Évidemment, non. Non, là, on est juste sur un cas de... Bah, c'est génial, écoutez, il n'y a rien à voir. Let's go. Let's go. C'est parti. Donc, voilà. Donc...
Voilà, Juliette, cadre qui a fait toute sa carrière à la direction financière, a choisi de rentrer à Gazella en 87 pour sa culture de service public. Ah bah, tu t'es bien gouré, hein, parce que lors de la privatisation, ça a dû bien te faire chier. Hein. Représentant de CGT s'exprime ainsi lors d'un entretien en 2014. Nous, on considère que c'est un réseau élitiste déjà, ça fonctionne par cooptation et adhésion aux valeurs de l'entreprise formatée. C'est presque une secte. Power for Here. Faut avoir envie. Et ça ne s'adresse qu'à des femmes cadres d'un certain niveau de responsabilité. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Des femmes cadres syndiquées de la CFE-CGC trouvent à l'inverse que réseau et syndicats sont complémentaires. Comme Anna, cadre spécialisée en marketing et négociatrice pour la CFE-CGC en 2014. D'ailleurs, Anna, elle explique la chose suivante. Le réseau Power for Here peut faire la promotion des accords égalité professionnelle. Pourquoi pas? Mais pas défendre de cas individuels. Ce n'est pas son rôle. Un réseau vise à aider à prendre confiance, à accepter et à agir. C'est aussi l'idée de de Professional Women Network. Un autre réseau auquel j'appartiens, Awareness, Acceptance and Action. Why? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ouf. Ah là là là. Enfin, afin de présenter le nouveau groupe Power comme leader sur cette question, Chantal, la nouvelle directrice de la communication, réussit à faire valider en 2011 par le comité de direction 4 objectifs chiffrés à atteindre en 4 ans d'ici 2015. Déclaration d'intention sans obligation de résultat. Donc déjà, il n'y a pas de résultat obligatoire. 10 ans après, en 2021, ils sont désormais affichés comme à atteindre d'ici 2030. Mais ça vous rappelle pas une politique, je sais pas moi, le macronisme. Non mais voilà, c'est vraiment, on est là-dedans quoi. Je mange pas de sociologue. Bref, sympa pour les femmes, tu subis le machisme de toutes les discriminations patriarcalisme, mais t'inquiète, on va t'apprendre à serrer les dents pour survivre dans ce climat de merde. Mais c'est grave ça, hein. Mais attention, seulement aux hautes distinctions cadres. Les autres, on se fait avoir. Ces 4 objectifs de féminisation ont été choisis en accord avec un cabinet de conseil spécialisé dans la comparaison de type benchmarking des politiques de mixité des grandes entreprises. Ils sont considérés comme importants par les agences de notation sociale. Mais c'est ça, moi je me disais, ils étaient à fond, ils étaient pour justement ne pas être excluants. Ils étaient là exprès pour permettre à des femmes de siéger, d'avoir la poigne qu'il faut, d'être dans le centre de l'entreprise, de décider, de prendre des décisions de direction. Et non, en fait, c'est juste des... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Voilà. Merci Esprit de Zorba, merci beaucoup pour le sub qui ne s'est toujours pas affiché. Il finira par s'afficher. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me donner de l'argent parce que c'est autofinancé et que j'ai toujours pas le quota pour le mois de mars. Donc s'il vous plaît, donnez-moi de la thune. Je désespère. Jeff Bezos. Enfoiré. Voilà. Et peu d'entreprises en ont choisi, autant ils visent à augmenter. Ah bah voilà. Merci pour ton 4e mois. Merci beaucoup. J'ai pas trop le temps de suivre avec la thèse, mais je vais croquer le salaire de thèse. Merci beaucoup Esprit de Zorba, merci énormément. Je t'applaudis, tiens, voilà. Voilà, c'est pour toi, c'est pour toi. Voilà. Tu n'as pas eu les petits applaudissements, tu as eu les grands. Voilà, tu mérites. Merci beaucoup en tout cas pour le sub, le 4e mois, vraiment, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Donc, il vise à augmenter la part des femmes parmi les 4 dirigeantes, une femme nommée sur 3. Parmi les cadres dits à potentiel, 35% du taux initial de 25% en 2010. Dans les recrutements, 30% contre 21 en 2010. Et dans les stocks des cadres, 25 contre 22 en 2010. Donc déjà, les chiffres sont pas trop... Comment dirais-je? Enfin, c'est de la merde.
Enfin, voilà. Non mais je veux dire, vos objectifs à atteindre en 2030, c'est quand même d'avoir une femme nommée sur 3, voilà, en cadre dirigeant, 35% sur les 25% qu'il y a en 2010, 30% contre 21 en 2010, 25% contre 22 en 2010. Ces deux derniers objectifs s'imposent dans l'accord européen. En plus, il y a des objectifs qui s'imposent. Donc c'est même pas genre par bonté de cœur, par gaieté pour la légalité que vous faites ça. C'est juste pour des intérêts pécuniaires législatifs. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc l'image de marque et la législation. Un programme de mentoring de 60 femmes à potentiel est lancé en 2012, conceptualisé comme un moyen de conscientiser et d'associer par la pratique les directeurs masculins à la politique de mixité. Mais ça aussi, mais... Oh là là, changer l'état d'esprit. Voilà, c'est qu'une question d'état d'esprit, c'est bien connu. La communication organisée autour de ces engagements chiffrés contre le plafond de verre est relayée avec succès dans la presse économique et la presse féministe. Féminine, pardon, pas féministe. Donc, un groupe champion des Women of Board, donc des femmes à bord, si vous n'avez pas compris. Par ses différents objectifs et actions focalisées sur les femmes dirigeantes, le groupe se crée une image d'entreprise championne de l'égalité. Il devient un allié objectif de la politique du gouvernement de François Hollande puis d'Emmanuel Macron pour féminiser les conseils d'administration et est très bien noté dans le classement ministériel des grandes entreprises engagées contre le plafond de verre. Ça a pris juste 20 ans et encore 25 ans. Ça va, hein. Le président directeur général de Power reçoit même un prix spécial en 2015 parce que... Allons-y, le Global Women Leadership Awards. Attendez. T'es pas riche du con. Le fait que ce genre de truc existe est une extraordinaire histoire d'aberration. Attribuée par le Global Summit of Women pour son engagement personnel sur ce dossier. Quel engagement! Waouh! C'est incroyable. Dans ses discours, ce grand patron associe directement féminisation de la gouvernance et réorganisation radicale. Il est radical! Oh là là, il est radical. Pardon, je suis désolé, hein, mais... Pardon, il fallait absolument que je la fasse. Radical, comme en témoigne cette intervention lors de la cérémonie de la remise du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SPF 120, où l'entreprise est célébrée. Allez, il faut que je vous le fasse, hein. Allez. Power, camarades! Power, qui est un acteur mondial de la transition énergétique, a démontré sa capacité à transformer déjà, à innover, à embrasser les grands bouleversements mondiaux. Mais je suis convaincu qu'il ne suffit pas de prendre des bonnes orientations stratégiques, de développer de nouveaux métiers pour incarner cette nouvelle ambition. Il est au moins aussi essentiel de diversifier nos talents, nos instances de gouvernance. C'est ce que nous avons essayé de faire et ce que nous allons continuer de faire. À un moment où l'entreprise a fait le choix d'une transformation radicale, d'une transformation profonde. Donc nous sommes très heureux d'avoir pu nommer 100 femmes dans les 330 membres de comité de direction de nos Business Unity. Ouais, 100 sur 330, faut pas déconner non plus. Hein. Et je suis fier aussi que depuis notre dernière assemblée générale, 62% des femmes siègent désormais au sein de notre conseil d'administration. Des femmes éminemment compétentes au profil international et qui sont particulièrement actives dans leur rôle, qui vont accompagner cette transformation radicale de notre groupe. Bon allez, moi ciao, j'ai un jet privé à prendre. Bon, voilà. Donc, cette grande entreprise, comme la plupart des entreprises du CAC 40, s'est en effet conformée très vite aux exigences de la loi Copé-Zimmermann en 2011,
alors même que ce dispositif légal n'est associé à aucune sanction ni contrôle de la part du pouvoir public. Donc ça, c'est vrai, on peut le souligner. 62% de femmes qui siègent désormais au sein de leur conseil d'administration, c'est pas rien. Effectivement, 100 femmes sur 330 membres de comité de direction, c'est pas rien non plus. Mais bon, ce quota est en effet facile à atteindre car il concerne un nombre infime de mandats à pourvoir. Power dépasse même légèrement le quota avec 63% d'administratrices en 2014, soit 12 femmes sur 19. Pour revenir à 47% en 2018, soit 9 femmes sur 19. Pikachu. Ah non, c'était ça. Enfin, je veux dire, voilà. Donc en fait, ça varie totalement ces chiffres d'une année à l'autre. Donc vous pouvez dire vous êtes le grand champion du féminisme une année, et l'autre année, bah, vous pouvez dire non, mais le féminisme, enfin, pas cette année, pas cette année. Voilà, c'est vraiment. Comme le montrent des analyses quantitatives, ces administratrices au profil proche de leur homologue masculin en termes de diplôme et d'expérience, sauf qu'elles sont plus jeunes et plus souvent de nationalité étrangère, sont ainsi entrées dans ce conseil d'administration via une procédure de sélection par un cabinet de chasseurs de tête. Ah, 4 femmes étrangères avec des expériences professionnelles variées. Les 4 représentantes nommées par l'État, actionnaire majoritaire, ne sont guère différentes en termes de profil. Énarques, elles sont toutes hautes fonctionnaires ou dirigeantes d'entreprises, ayant connu des allers-retours entre secteur privé et public, cumulant les mandats d'administratrice entre 8 et 14 chacune. Elles incarnent la logique financière de la gouvernance d'entreprise par leur passage fréquent par une banque d'affaires. Bravo. Bravo. Bravo d'avoir réussi à faire croire que c'était du féminisme alors que c'est juste du rapport de classe que vous avez sciemment au nom du féminisme imposé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je me pose vraiment cette question d'ailleurs. Hein. Ça pose la question de la montée, de la promotion possible dans une entreprise. Puisque vous préférez prendre des gens à l'extérieur de votre entreprise pour justement amener leur connaissance, leur knowledge, et ce que vous voulez, etc. Dans votre entreprise, quoi. Pour féminiser rapidement son exécutif, l'entreprise a ainsi recruté depuis 2013 3 dirigeants débauchés de notre entreprise directement au niveau du top management, ce qui a fait passer d'une à 4 le nombre de femmes au comité de direction sur 12 membres. Cette entrée directe par le haut, ne fait toutefois pas évoluer les règles de carrière en interne et conforte la place des grandes écoles dans le champ du pouvoir économique en France. Ah ça, on n'aura jamais fini de le dire. Hein. Si la porte des états-majors s'ouvre légèrement aux femmes, ne sont autorisées à entrer que celles qui se conforment aux spécialités féminines. Ouch. Ça fait mal. Hein. Finance, ressources humaines, communication et relations publiques. À l'échelon hiérarchique immédiatement inférieur, certaines femmes cadres très diplômées qui occupent certains métiers porteurs, trading d'énergie, finance ou numérique, ont également vu leur situation s'améliorer dans les années 2000. Promotion à des postes de responsabilité et nette augmentation de leur rémunération via une part variable croissante. Les femmes cadres supérieures, notamment si elles sortent d'écoles d'ingénieurs prestigieuses, Polytechnique, Mines, Centrale, Supélec, ENS Paris-Saclay, ont aussi bénéficié de rattrapage de carrière car elles sont une minorité visible et une ressource stratégique dont on se soucie et qu'on compare à leur homologue masculin des grandes écoles. Lors du plan de réorganisation majeur de 2016, les équipes de direction chargées d'élaborer le nouveau projet stratégique sont d'ailleurs composées d'au moins un tiers de femmes. Donc déjà, vous voyez que les femmes, ok, on se soucie de ce problème, mais en fait, on ne le voit pas comme un problème lié effectivement au budget, etc., mais on le voit comme un problème finalement d'apparence. Et ce problème d'apparence, comment on le règle? C'est simple, on recrute à l'extérieur des énarques, des femmes de haute volée, pour qu'elles rentrent dans les hauts accès, quoi. Tout simplement. Ah, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, j'ignore la raison.
Bon, ça m'a raccroché au nez, les gens. J'imagine que ce n'était pas urgent. Par contre, si c'était mon conseiller Pôle emploi, je lui disais texto. Par contre, vous avez interdiction de me contacter par téléphone. Hein. Comme ça, bim. Cependant, la politique de mixité Power ne peut être qualifiée de simple récupération de la cause des femmes. Pardon, j'ai pas fini de lire. Oh là là, excusez-moi. Donc, la conscientisation du genre. Ouais, je me mets un petit peu de musique pour me sentir emballé hein, parce que je lis. Voilà. On va pas se mentir, hein, c'est toujours mieux. Bon. La conscientisation des genres des plus diplômés, loin de leurs subordonnés. En sociologie du droit, des auteurs ont avancé qu'aux États-Unis, l'important pour les employeurs est avant tout d'afficher et de publiciser leurs efforts pour lutter contre les discriminations ethno-raciales ou le harcèlement sexuel. Cependant, la politique de mixité de Power ne peut être qualifiée de simple récupération de la cause des femmes ou féminisme washing. Au sens où elle a participé à faire évoluer depuis les années 2000 le rapport des femmes cadres à l'idée de discrimination positive. Peu soutenue au départ par ces femmes diplômées qui souhaitent être promues ou augmentées pour leurs compétences et non leur appartenance de genre, elle semble être désormais acceptée de manière pragmatique. Ouais, bah, tu vas pas dire non en gros à une augmentation. Certaines s'investissent aussi en partenariat avec des associations ou des écoles dans la promotion et l'orientation des filles vers les métiers du secteur de l'énergie. Les réseaux de femmes, leur expérience antérieure dans d'autres multinationales, notamment anglo-saxonnes, mais aussi les journaux féminins ont progressivement contribué à faire émerger chez elles, ou chez certaines, notamment celles de sortie des grandes écoles, une conscience de genre. C'est-à-dire se sentir discriminé en fonction de son appartenance à un groupe et de se faire accepter de manière pragmatique des quotas. Cette sensibilisation à l'inégalité de genre et au sexisme au travail s'avère cependant marquée par un ethos de classe individualiste et méritocratique qui rend ces femmes cadres relativement insensibles au sort de leurs subordonnés hiérarchiques, qui n'ont pas le même talent, ni la même ambition, comme l'illustre Marie-Odile, chef de projet informatique, cadre supérieur de 35 ans, interviewé en 2011 dans une filiale technique de Power. Elle dit, je cite, « Finalement, on se pose toutes les mêmes questions d'avoir la possibilité d'avoir des carrières professionnelles importantes avec des maris en général qui sont aussi X, mine, pont, NSAE et autres avec des carrières importantes aussi. Parce que je ne suis pas la seule à avoir rencontré mon mari à l'école. Et du coup, à se demander comment on gère des doubles carrières. Comment on gère la carrière et ce qui se passe à la maison. Jusqu'où on nous délègue complètement les enfants à l'externe, tout en ayant un œil sur leur éducation. Enfin, toutes ces questions-là, finalement, beaucoup de femmes se les posent. Au sein de Gazella, comme de Power, le réseau de femmes est de fait réservé aux cadres supérieurs. Les femmes non cadres ne sont pas associées aux conférences ou événements sur l'égalité. Quand on les interroge sur les politiques et égalité de Power, elles ne savent pas toujours qu'il existe un accord qui couvre leur groupe ou leur société et en connaissent rarement le contenu précis. Pourtant, leurs chances de promotion et d'accès en formation continue sont moindres que leurs homologues masculins, exerçant les mêmes postes et leur risque de suppression de leur poste dans les restructurations sont plus élevés. Car elles sont moins dans le cœur de métier que des postes techniques. Une mobilisation intersyndicale en 2018. Power en colère dénonce ainsi sans succès la suppression programmée de plus de 3000 postes. Sur 15 sites de service clientèle en province.
Enfin, la qualification et la pénibilité des métiers féminisés de la filière administrative sont moins reconnus. Niveau de rémunération et primes toujours moindres que ceux de la filière technique. Géraldine, gestionnaire de contrat de travail de 35 ans, diplômée d'un BTS tertiaire et non syndiquée, pense cependant en 2011 qu'il n'existe pas de discrimination systématique contre les femmes chez Power. Notamment parce que dans les directions dont elle gère les contrats de travail, les cadres sont souvent des femmes. Les politiques en matière d'égalité centrées sur le haut de la hiérarchie contribuent à invisibiliser pour les femmes non cadres elles-mêmes les inégalités de genre qu'elles subissent. C'est plutôt le différentiel de traitement qui s'accentue entre les cadres et les non-cadres, qui est souligné par les femmes non-cadres et qui choque même Géraldine. Les rémunérations des cadres de Power sont à la hausse, notamment par leurs primes et bonus. Elle en connaît les montants exacts, tandis que les métiers d'exécution ont toujours des petits salaires, dont elle connaît là aussi le montant. Elle a d'ailleurs noté que les demandes d'aide sociale sont en augmentation. Son service a été réorganisé suite aux préconisations d'un cabinet de conseil de faire des services partagés, mutualisés entre plusieurs filiales ou directions. Ici, les services administratifs des ressources humaines. Pour Géraldine, cela a entraîné une dégradation des conditions de travail et une charge de travail extensive, avec le recrutement et l'encadrement de nombreux stagiaires et intérimaires. Elle et ses collègues n'ont pourtant eu aucune reconnaissance, ni aucune prime de performance. Nous, on a eu droit à un joli mug avec écrit « Power » dessus. Et avoir une femme directrice ne crée pas davantage d'écoute pour les problèmes des femmes subalternes. Alors que beaucoup de collègues de Géraldine se plaignent de l'anxiété générée par les plateformes téléphoniques appelées « fonction contact », par laquelle les salariés doivent désormais passer pour les contacter. Elles, les ressources humaines, pour avoir des renseignements concernant leurs droits. Quand je finis ma fonction contact, en fin de matinée, je suis lessivé. Je ne suis bonne à rien l'après-midi. J'ai des collègues qui sont même obligés de prendre des anxiolytiques avant d'y aller en fonction contact. Comme les gens n'arrivent pas à nous joindre, eh bien quand ils y arrivent, ils râlent. On se fait agresser en permanence. En ce moment, c'est très tendu dans les services du fait de cette réorganisation et du coup nos dirigeants sont venus nous voir pour prendre un peu la température. Pas notre responsable de centre, mais celle du dessus. Mais quand on lui parlait de stress, de dépression, ça se voyait déjà à sa manière de se tenir. À un moment, elle s'est même mise à écrire des textos. Ça ne l'intéressait pas. Elle nous entendait même pas. Elle, sa mission, c'est de mettre en place la fonction contact. Point barre. Après, les gens, on a senti qu'il y avait une telle distance entre elle et nous. Cette monographie révèle que la politique d'égalité dans les grandes entreprises peut désormais se décliner dans une version managériale, sélective en termes de domaine d'action, mixité dans les espaces de décision, soutien à la parentalité active et élitiste en termes d'ayant droit. En priorité, les cadres supérieurs. 3 conséquences majeures. À la fois matérielles et idéales. D'une part, les revendications syndicales en matière d'égalité professionnelle se trouvent fragilisées, car la demande de justice sociale est progressivement éclatée dans les multiples sociétés qui composent le groupe et surtout se heurte au plan successif de réduction des coûts pour maintenir les dividendes validés par un conseil d'administration désormais paritaire. D'autre part, cela soutient, voire accélère, la logique financière, dominant la stratégie de l'entreprise et les restructurations qui l'accompagnent. Enfin, les actions élaborées par la direction tendent des plus dotés
tendent à conforter les aspirations salariales et de carrière des plus dotés, tout en laissant les salariés subalternes sans défense face aux restructurations financières et en invisibilisant les inégalités de genre spécifiques en dernière. L'approche business class, justifiant l'égalité au nom de la performance et non de la justice sociale ou du respect du droit, est inévitablement contingente. Variable, sélective et partielle, pour reprendre l'expression de Linda Dickens. Elle ne s'incarne pas seulement dans les normes molles, les soft laws, que sont les labels et les chartes éthiques, mais s'impose aussi progressivement dans la négociation collective, sous contrôle managérial, qui se focalise sur des problèmes de cadre. La grande tendance observée dans cette monographie s'est retrouvée confirmée avec des variations suivant le secteur et les organisations dans une analyse d'un échantillon de près de 200 accords négociés et plans d'action de moyennes et grandes entreprises. La loi Rixin est d'ailleurs le symbole de cette marginalisation du féminisme syndical, car la demande de revalorisation des métiers essentiels à prédominance féminine, défendue depuis des années par les syndicats CGT et CFDT en priorité, a rendu encore plus audible avec la crise du Covid. On a progressivement été exclus. C'est un article de Sophie Pochick que j'ai trouvé très intéressant. Surtout que il met en avant justement le gros du problème, à savoir que quelque part vous avez des inégalités sociales récentes et même anciennes qui sont encore ancrées, et que quand on veut résoudre soi-disant ces inégalités, on ne les résout pas vraiment. On donne accès à des personnes et on met un coup de pinceau pour dire que c'est du féminisme. Et on enjoint des personnes évidemment à être dans une solution, elles. Ah, c'est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, voilà. Donc, c'était un article de Sophie Pochick, à Actes de la recherche sociale. Il faut que je vous le retrouve, le lien. Alors, Sophie Pochick, Kern. Je vous le retrouve. Alors, tac. Alors, c'est cet article et vous l'aurez disponible sur mon Discord si jamais vous traînez sur mes réseaux. Bref, moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. Vraiment à toutes et tous. Merci d'avoir été là. Je sais qu'il y a des gens qui doivent partir pour plein de raisons. Voilà, je comprends, ne vous en faites pas, etc. Merci à tous et toutes d'être là ou d'avoir été là. J'espère que vous passerez une bonne soirée malgré ces révélations. Je rappelle que la sociologie n'est pas là pour vous dire que c'est normal, que c'est triste, que c'est machin. Elle est aussi là pour aussi permettre à des gens de connaître des réalités sociales. Parce que quand on connaît ces réalités, ça peut nous permettre justement de les mettre en acte, dans des pratiques d'action. Prenez soin de vous. Allez voir des gens. Je vais lancer un raid même si j'ai plus qu'une personne d'un fichier. En tout cas, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve ce soir 21h pour du roleplay. Je vous fais un gros poutou. C'était Joël Sociologue. Et puis voilà. Je vais vous laisser là. Voilà. Je vous envoie chez Supplément Cell. Allez. Ciao. De rien, Yoriculaire. Grand plaisir. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne, etc. À en parler autour de vous. Ça me fait grave plaisir si vous faites ça. Sachez que c'est très important pour moi. Joël Sociologue n'est pas rémunéré. Donc si vous avez des moyens de faire des dons, des trucs comme ça, ça m'arrange de ouf. Voilà. Bref. Prenez soin de vous. Des bisous. C'était Joël Sociologue.